Bonsoir à toutes et à tous. Ne vous fiez pas à son air tranquille. Stéphane Le Foll sait distribuer les paires de claques quand il le faut. Le porte-parole du gouvernement est le général en chef des Hollandais. Il encaisse la déferlante de mauvaises nouvelles sur le front économique et il a de quoi faire. Mais il sait aussi se transformer en sniper quand Nicolas Sarkozy revient prendre la tête de l'UMP. Le face-à-face, ce sera avec Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Il interpellera mon invité sur la rupture entre François Hollande et la gauche. Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Au salon des vignerons indépendants jeudi, arrivée du ministre sous les huées. Hollande démission. C'est débloqué, hein. Je suis là pour le vin, hein. Et vite. Serrer les dents, être indifférent, pas vraiment son genre. Surtout lorsque l'on s'attaque au président. Dans 2 ans, chacun pourra voter et vous voterez comme vous voulez. D'accord. En attendant, la France a mal. Oui, d'accord. La France a mal. Je n'avais pas le moment. C'est pas le moment. La France d'en bas souffre. Oui, je suis sûr. Moi, je suis pas la France d'en bas. Excusez-nous. C'est pas un peu dur quand on se déplace comme ça, les sifflets? C'est pas agréable, je veux pas dire que c'est Vous les agréable. preniez pour vous? Je les prends, oui, oui. Moi, je suis très sensible, en fait. Malgré mon côté assez comme ça, ouais, je suis sensible. Quand on dit Hollande démission? J'aime pas. Résultat, nommé depuis peu porte-parole du gouvernement, désormais, c'est officiellement qu'il défend le président. Il y a la question des Mistral. Et est-ce que c'est 3 milliards et pas 3 milliards? Alors après... Ah oui, la visite d'Al-Sisi. Aujourd'hui ce midi. T'as le 2e tour en Tunisie, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, j'ai vu, j'ai regardé. Tous les mercredis, la préparation du Conseil des ministres commence ici. 8h45, passage en revue des dossiers du jour et de l'actualité. Toutes les questions des journalistes sont envisagées, mais sur sa feuille, Stéphane Le Foll n'a rien noté. Vous n'avez pas peur d'oublier quelque chose? Si, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, mais il y a des journalistes qui sont là pour me le rappeler de toute façon. Donc à chaque fois, ça me rappelle et je réagis. Et puis quand je sais pas, c'est une règle que je me suis appliquée, je dis je sais pas et donc je réponds pas. C'est assez simple. Ah, vous êtes autorisé à dire je ne sais pas? Ah oui. Un porte-parole J'ai déjà fait. dire ça? Un porte-parole, je sais pas. Mais en tout cas, moi je le dis. 3 heures plus tard, le Conseil des ministres est terminé. Un dernier point avec la com de l'Élysée et le point presse peut commencer. C'est un peu le moment où on entre dans l'arène? Oh oui, dans l'arène, c'est une toute petite salle, donc c'est une petite arène. Oui, mais on sait toujours que c'est jamais facile. C'est le bazar dans mes feuilles. Une dizaine de minutes de compte-rendu et peu de questions ce matin. Bon, vous n'êtes pas bavard ce matin, hein? À la fin, petite touche de convivialité, clin d'œil à son portefeuille. Sinon, vous allez pouvoir déguster alors un tiponche, on est sur l'outre-mer, et des sauces cailles de morue. Alors, vous n'en abusez pas. Enfin, des sauces cailles de morue, bien sûr. Pour le tiponche, faites ce que vous voulez. Vous chouchoutez les journalistes? Non, on essaye de promouvoir les produits de terroir. Pour ce Hollandais de la première heure, après 10 ans de loyaux services à Solferino, le décor a bien changé. Ah non, avant, vous vous rendez pas compte. Avant, son bureau était à 5 mètres du mien. Le matin, le soir, le midi, c'était pour reprendre une expression. Voilà, non, ça n'a plus rien à voir. Plus rien. Mais la proximité, la vraie, apparemment, n'a pas varié. Vous lui dites quand il est bon, quand il est moins bon? Oui, ça m'est arrivé, là, moins souvent. Mais oui, je lui dis, oui, moi j'ai toujours été extrêmement clair et franc. Vous pouvez encore lui parler franchement? Oui, je confirme. Viens là, toi, pépère. Le porte-parole, mais aussi l'agriculture. Un Marocain taillé sur mesure pour ce terrien, qui, dès qu'il le peut, s'évade de son ministère pour aller dormir dans la Sarthe, près des siens. Alain Juppé a eu la tentation de Venise et jamais la tentation de la campagne. Oui, j'aurais plutôt été la tentation de la campagne, oui, plutôt que Venise, même s'ils me disent c'est magnifique. Mais la tentation de la campagne, parfois, non? Bah, je me rappelle de mon engagement sur le terrain il y a longtemps, en 83, la première fois que j'ai été élu, c'est dans un village de 256 habitants. Je me rappelle aussi de ces périodes. D'abord, j'étais plus jeune. Quelquefois, elles reviennent avec le goût sucré du passé. Mais c'est vrai qu'assumer des responsabilités, c'est jamais facile. Mais maintenant, il faut les assumer. Bonsoir Stéphane Le Foll.
Bonsoir. Alors, dans ce portrait signé Stéphanie Gillon, Michael Spixberg et Maxime Liogier, on sent parfois un peu de lassitude quand vous êtes dans votre job de porte-parole du gouvernement. On se trompe ? Oh, de la lassitude, non, mais c'est vrai que les choses qui se répètent, les enjeux, les difficultés, il faut savoir rester motivé, mais en même temps... Et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Vous l'avez vu, les journées sont longues. Donc voilà, c'est... Fatigué alors un long engagement, et puis, je vous le disais, surtout une présence, donc il faut l'assurer. Alors en même temps, des fois, de temps en temps, oui, on peut être un peu fatigué. Quel job ingrat, quand même, non? Porte-parole du gouvernement. Oui. Non? Il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Il y en a plein qui sont plus difficiles, mais au sein du gouvernement. C'est pas dur de réciter toujours que tout va bien, même... Oui, mais j'évite de faire ça. J'essaye de dire ce qui est la ligne du gouvernement, de la reprendre, de faire en sorte qu'on se cale sur les discours du président de la République et du Premier ministre. Puis après, non, c'est pas plus dur que ministre de l'Agriculture. Mais porter la bonne parole, dire que tout va bien, quand c'est rude, quand les résultats économiques, je le disais, sont pas au rendez-vous, réciter quelque part une espèce de discours comme ça que vous avez à la fois de l'Élysée et de Matignon, ça vous enthousiasme ou pas? Vous êtes plus à l'aise quand vous êtes dans votre portefeuille de Moi, l'agriculture? je suis sur cette responsabilité, comme sur les autres d'ailleurs, avec une volonté de faire en sorte que, même si c'est difficile à un moment, je garde l'objectif, je sais ce qui est engagé pour le pays, pour la France, et puis je me pose plus de questions. Bon. Et ensuite, alors ça peut, je vous le dis, c'est vrai que les journées peuvent être longues, il peut y avoir une actualité qui pèse, hein, mais en même temps, il faut savoir la dépasser. Le jour là, du matin du point de presse, c'était le plan Juncker sur les investissements. Je me souviens très bien, et ça a été repris d'ailleurs largement sur la question des investissements. Nouvelle européenne, où on finit par dire autre chose que austérité, réduction des déficits, mais aussi investissement. Stéphane Le Foll, vous avez du tempérament, je le rappelais en commençant cette émission. Vous êtes un homme politique, vous avez de l'expérience. Est-ce que parfois, en tant que porte-parole, il vous est arrivé de dire des choses auxquelles vous ne croyez pas? Rarement. J'ai pas du tout... J'essaye, je vous l'ai dit, d'avoir une expression qui soit celle du gouvernement, ça là-dessus, et en même temps, je fais ce travail avec les convictions qui sont celles d'un ministre qui est engagé avec une équipe pour, c'est vrai, un moment difficile de redresser un pays dans une crise économique. Mais vous êtes celui qui dit aux Français « ça va aller, on va dans le bon sens ». Et puis sur le terrain, on l'a vu, ils ne vous ménagent pas, les Français. Non. Il y avait cet homme qui vous interpellait en disant « la France, elle souffre » et ça vous agaçait. Il a pas parce que c'était, avant qu'il dise ça, c'était Hollande démission. Donc je sais d'où vient ce slogan. Hein, je les connais, ceux-là. Il était là, viticulteur indépendant sûrement, mais le Hollande démission, je connais parfaitement. Alors, ce que je lui ai rappelé, c'est qu'il y avait des élections présidentielles et qu'il faudrait qu'il accepte quand même que dans une démocratie, il y a eu un vote en 2012, il y en aura un en 2017. Il fera ce qu'il voudra. Mais il faut arrêter ces slogans qui consistent à dire, au-delà de l'opinion qu'on peut chacun avoir, du jugement qu'on peut porter, on puisse se permettre comme ça de balancer des Hollande d'émission partout. Voilà, surtout que je sais d'où ça vient et par qui c'est... Ça veut dire quoi, ça? Vous pensez qu'il est instrumentalisé? Non, mais vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui n'acceptent pas l'idée d'une alternance politique. Et aujourd'hui, ils ont le retour de Nicolas Sarkozy. Peut-être, cela. Peut-être. Est-ce qu'il vous est arrivé d'espérer qu'il ne soit pas élu à la tête de l'UMP? Non, je toujours considéré qu'il serait élu. Parce qu'il y a une forme de convergence sur un point qui est très clair et qui est exprimé par Nicolas Sarkozy souvent. Et d'ailleurs, de la même manière par ceux que j'entendais là, Hollande démission. C'est cette non-acceptation d'alternative politique ou d'alternance. Et en même temps, l'idée de la revanche. Il revient, Nicolas Sarkozy, pour... Nicolas Sarkozy l'a dit, d'ailleurs, dans sa première émission. On sent, c'est une expression assez claire chez lui, qu'il y a une volonté de revanche. Et il a trouvé, dans l'électorat de l'UMP, chez les militants, la même envie. Donc on a là une élection qui, pour moi, ne faisait pas de doute. Parce qu'il y a ça qui est la convergence des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée nouvelle pour la France, il y a une idée de revanche. Est-ce que vous êtes surpris par le score ? Surpris par le fait que le score n'est pas aussi élevé que ce qu'il était
annoncé ou attendu par Nicolas Sarkozy. Ça traduit Mais si quoi ? je fais la somme avec Mariton, ça fait plus de 70% sur une droite qui se radicalise. Et j'ai gardé juste un petit papier, parce que je n'écris pas toujours tout, mais cette phrase de Simone Veil. Les grands débats qui ont divisé à un moment apparaissent avec le temps comme une étape nécessaire d'un nouveau consensus social. Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas le nouveau consensus social. Où est-ce que vous voulez en venir ? Je veux en venir. Je pense qu'avec cette élection à l'UMP, avec le score de Mariton, avec celui de Bruno Le Maire, mais qui n'a apporté, en termes d'idées pour la France, pas grand-chose, si ce n'est de s'opposer à Nicolas Sarkozy sur les questions d'organisation, sur la défense du non-UMP, on a une UMP aujourd'hui qui se droitise et qui reprend et qui ressasse exactement les mêmes discours que ceux qu'elle avait en 2007. Et on sait qu'après, il a exercé, Nicolas Sarkozy, le pouvoir. Quels a été et qu'est-ce que ça a amené de positif ? On a entendu en 2012. On a entendu Jean-Christophe Cambadélis dire c'est une bonne nouvelle pour la gauche, le retour de Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que, je l'ai dit, on n'a pas d'idée pour la France, on a une idée de revanche. Et ça, c'est un problème. Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait une confrontation d'idées, de projets. Et on ne peut pas dire que cette primaire interne nous ait apporté des nouveautés, des choix, des perspectives, sauf revenir avec une liste d'abrogations qui est insensée. Si c'est ça le programme de l'UMP, abroger, ça n'a aucun sens. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Et en même temps, ça a un message. Et en même juste petite parenthèse, faire et défaire, François Hollande avait commencé comme ça, en défaisant tout ce que Nicolas Sarkozy avait mis en place, beaucoup de choses, y compris des mesures sur lesquelles vous auriez peut-être pu vous en passer, non ? Il y a eu un bilan qui a été fait sur la défiscalisation des heures supplémentaires et vous vous êtes rendu compte que c'était difficile. Le vrai problème, quand on l'a électorat. décidé, je m'en souviens très bien, et pendant la campagne, c'était est-ce qu'on pouvait, c'est je crois 3,5 milliards, 4 milliards, qui favorisent les heures supplémentaires à un moment où vous avez plus de 10% de chômeurs. C'est quand même ça la question. Ce choix, on ne l'a pas fait simplement pour embêter, pour poser un problème pour les salariés. On l'a fait aussi en se posant la question de savoir comment on faisait pour lutter contre le chômage. C'est président Sarkozy contre président Hollande, désormais ? C'est le chef de l'UMP qui va, semble-t-il, demain réunir l'ensemble de ses troupes avec un président de la République qui aujourd'hui exerce le pouvoir et les responsabilités, et un gouvernement qui gouverne et qui redresse la France. Et on va continuer à parler de politique si vous le voulez bien. Faisons d'abord un retour en images sur ce week-end politique. Au-delà de l'élection interne à l'UMP, le FN aussi organisait sa grand-messe, un congrès sans surprise avec une prime à la marque Le Pen et un score de 100% pour la présidente en orbite pour 2017, Maxime Vauthier, Oana Nguyen. Les yeux illuminés pour une poignée de main fugace. Monsieur le Président, monsieur le médecin en tout cas. Merci. Geoffrey, jeune militant UMP, ne boude pas son plaisir de voir le retour du patron. Pour moi, c'est l'homme qui peut faire battre la gauche et François Hollande, et l'homme qui est capable surtout de redresser la France en écoutant tout le monde et en étant au service de tous. Geoffrey, 24 ans, et toute la génération Sarkozy, touchés hier soir par un vent d'espoir après l'élection au premier tour de leur mentor. Ce même vent d'espoir qui semble souffler ce matin chez les militants du Front National qui appréciaient à Lyon le sacre de leur chef incontesté. Voilà la présidente de la République en 2017. À 17 ans, Roch n'a Dieu que pour Marine Le Pen, la seule à lui avoir donné l'envie de militer et de s'investir dans le projet frontiste. C'est la carte d'adhérent au Front National. Vous l'avez reçue quand ? Je l'ai reçue au mi-octobre à peu près. C'était pour pouvoir voter à ce congrès en fait. Pourquoi le Front National ? Le Front National, parce que tout simplement, pour moi, c'est le parti qui propose les réponses adéquates aux situations de la France, tout simplement. Seule candidate à sa propre succession, Marine Le Pen, réélue avec 100% des voix, remplit donc sans surprise pour un nouveau mandat, avec une équipe à sa main et un cap, la présidentielle de 2017. Et je pense que cette belle équipe va pouvoir, dès lundi matin, partir
partir en ordre de marche, puisque comme vous le savez, j'ai indiqué que ce congrès du Front National était le dernier arrêt au stand avant l'arrivée de la course. L'arrivée de la course se déroulera bien entendu en 2017. Chez les frontistes, les débats sont clos, la route est tracée pour 2017, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas à l'UMP, où couve la guerre des chefs. Tout doit être fait pour qu'il n'y ait pas ces guerres de chefs. Maintenant, pas n'importe quel prix. Là encore, la guerre des chefs est un produit médiatique. En même temps, il faut que la droite se reconstruise sur un corpus idéologique clair, sur la famille, sur la sécurité, sur l'autorité, sur certaines valeurs. On peut être loyal sans être vassal. Et je dirais à Nicolas Sarkozy, c'est pas celui qui peut, c'est celui qui doit rassembler, tout simplement. Au Front National, ce matin on ne s'y trompait pas. Nicolas Sarkozy, désormais patron de l'UMP, est la cible prioritaire en vue de 2017. Je ne crains pas du tout M. Sarkozy comme candidat contre Marine Le Pen. Pourquoi? Je ne le crains pas du tout. Parce que le bruit que font les casseroles qui tintinabulent derrière lui est tel que c'est assourdissant. Les jeunes de l'UMP ont, eux, décidé de montrer l'exemple. Geoffrey le sarkozyste et quelques leméristes rassemblés avec un mot d'ordre, tous unis contre François Hollande. Aujourd'hui, on est tout l'UMP rassemblé, notamment les jeunes, pour dire stop à la politique de François Hollande. Voilà. Non, c'est la politique de François Hollande. C'est la politique de François Hollande. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour nous. On veut reconstruire une nouvelle famille politique qui n'était pas celle qu'on a pu voir depuis 2 ans. Une vraie famille politique qui sert avant tout les Françaises et les Français. Première réunion de famille autour du nouveau chef de l'UMP demain. Nicolas Sarkozy recevra au siège Bruno Le Maire et Hervé Mariton, mais aussi François Fillon et Alain Juppé. Stéphane Le Foll, on a vu dans le reportage que l'anti-sarkozysme était encore un moteur au Front National. Est-ce que vous considérez qu'il existe encore un anti-sarkozysme au Parti Socialiste? Et au fond, est-ce que ça va permettre de ressouder votre famille politique? Non, ce qui est sûr, c'est qu'avec les événements de ce week-end, UMP, Nicolas Sarkozy vainqueur, je l'ai dit avec une ligne politique qui se radicalise. Marine Le Pen, qui est élue avec 100%, la présence d'un vice-président de la Douma, et la montée en puissance de Marion. On a Marine, Marion et Jean-Marie. Vous les appelez par leur prénom, vous? Oui, Marine, Marion, Jean-Marie, ça fait MMJ, c'est un sigle qui montre que la famille Le Pen est à la tête de ce parti, et avec une ligne, Jean-Marie Le Pen l'a rappelé, qui n'a pas changé. J'entendais Marine Le Pen qui disait il faut aller dire aux Français, il faut les rassurer. Oui. Ben, je pense que ce congrès, tel qu'il s'est produit, avec ce qui s'est passé, n'est pas pour rassurer. Au contraire, il est sur l'identité profonde du Front National. Quel lien vous faites entre le Front National en évoquant la question de la ligne et l'UMP en évoquant la question de la ligne? Mais il y a une droite et une extrême droite en France, et je l'ai dit, avec des lignes qui se durcissent. Et donc, la gauche doit, à partir de là, bien réfléchir. À qui vous parlez quand vous dites ça? Je parle à toute la gauche. L'alternative ou l'alternance, elle est en train de se construire devant nous ce week-end. Donc, c'était dit d'ailleurs par les militants sarkozystes. Ils ont, eux, ciblé François Hollande. Et la politique de François Hollande, on peut en discuter. On peut avoir des gens qui peuvent considérer qu'elle n'est pas suffisamment à gauche. Mais penser que ça sera à gauche qu'il y aura une alternance ou une alternative, c'est faire une erreur. Et ce week-end devrait rappeler à tout le monde d'où on vient. On va dire les choses clairement. Vous parlez aux frondeurs, vous parlez aux anciens ministres, à Aurélie Filippetti, à Benoît Hamon, à Arnaud Montebourg, vous parlez aux Verts, vous parlez à qui d'autre? À tous ces gens-là? Vous avez fait la liste, enfin, vous avez fait. Je voudrais que chacun mesure bien. La difficulté, elle est là. L'idée que, pour certains, il suffirait de changer de cap. Pour quel cap? Le seul cap qui est celui que j'ai vu dans le débat, c'est celui qui consisterait à dire il faut laisser le déficit budgétaire filer.
sans se poser la question de savoir si au bout d'un moment, le fait que le déficit budgétaire explose et la dette explose, ça ne poserait pas un problème. Vous considérez que c'est irresponsable? Que la gauche a déjà vécu ça. C'est ça qui me frappe. En 81-83, on sait ce qui s'est passé. Dans ce contexte, Stéphane Le Foll. Donc je rappelle tout le monde simplement à ce qui se passe. Et ça veut dire quoi après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On se mobilise, on se rassemble pour ce qui est de la gauche. Pour les élections? Et avec un débat, bien sûr pour les élections. Il y a eu des expériences locales partout. Elles ont été conduites. Elles ont apporté des réponses, quelquefois avec des anticipations, des innovations. Chacun a pu travailler. Je pense que chacun doit mesurer l'enjeu aujourd'hui. C'est ça aussi ce qui s'est passé. Ça, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. C'est pas grâce. Je n'ai pas dit que c'était grâce. Ce qui s'est passé, c'est la politique. L'UMP a désigné son président et Marine Le Pen a été élue à 100%. Maréchal Le Pen est devenue, je ne sais plus, la deuxième ou la première dans les désignations et Jean-Marie Le Pen a rappelé quelle était la ligne du parti. Voilà. Le problème, c'est que les divergences au sein de votre famille politique, elles se font pas uniquement par rapport à ce qui se passe à droite, sur le contenu, sur la politique telle qu'elle est menée. Oui, je l'ai dit. Ils vous disent, ça ne marche pas, réduire comme ça les déficits comme on le fait, même baisser les charges pour les entreprises, les résultats ne sont pas là. Et il se trouve que Bruxelles donne le sentiment que ça me fait plaisir voilà, que vous parliez de Bruxelles, parce que depuis le temps, j'étais porte-parole, j'ai vu les questions. Oui. On va être sanctionné, vous allez voir, on va être sanctionné, on va être sanctionné. Qu'est-ce qu'il a dit, Juncker? Oui. Juncker, il a parlé. Et il a parlé en disant, c'est pas moi qui vais dire à la France ce qu'il faut faire. On respecte les règles, puisque c'est la capacité qu'on a tous à travailler ensemble. C'est le minimum. Et la France s'est engagée dans des réductions de déficit de 50 milliards d'euros, avec 21 milliards pour l'année prochaine, qui sont sans équivalent. Et on le fait à la fois parce que pour la France, c'est nécessaire, et puis dans un cadre qui est européen. La même chose, alors. Eh bien, M. Juncker, il a dit quoi? Il a dit, on vous laisse 3 mois. C'est pas moi qui irai dire à la France ce qu'elle a à faire. Et il a demandé, en plus, au commissaire de faire un peu plus de politique. Voilà. Nous sommes sur une ligne très simple. On a besoin de réduire les déficits pour éviter que la dette explose, mais en même temps, on a besoin de maintenir la croissance, parce que sans cette croissance, on ira vers des difficultés encore plus grandes. C'est simple, c'est clair et c'est net. Ah, c'est super simple, c'est super net, c'est super clair. Même que il y a un chiffre très simple. Allez-y. C'est donc 4 milliards d'ici mars. C'est 3 mois pour réussir. Vous en avez rajouté 400 millions, ça vaut 3 milliards 6. Moi, je vous en veux pas. Bon, d'accord. Allez, 3 milliards 6. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les taux d'intérêt? Pardonnez-moi, je vous pose ma question. Oui, il reste 3 mois. On vous dit, vous avez 3 mois, on ne vous sanctionne pas, vous avez raison. Il faut faire des réformes structurelles, il faut aller au-delà pour tenir les objectifs en termes de réduction de déficit. 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire pour contenter Mais c'est ce qui est phénoménal. Bruxelles. C'est ce côté d'espèce d'attente de la sanction. Ça serait... Ah, mais de toute façon, ça va arriver. C'est comme ça que ça se passe. Oui, d'accord. Ça devait déjà arriver à la fin de l'année. C'est arrivé? On vous laisse un sursis. Oui, d'accord. Comme si on était en sursis. Mais arrêtez. C'est la France. Mais d'accord, c'est un grand pays. C'est quoi? C'est pas 3 mois, c'est 3 mois. Il y a 3 milliards 6 d'ajouter aux 21 milliards. Sur quoi? Est-ce que les taux d'intérêt sont pas encore en train de baisser? Est-ce que la charge de la dette va pas baisser? À combien ont été les taux d'intérêt à 10 ans, je crois, la semaine dernière? À moins 1% à peine. Non, alors qu'il était anticipé à 1,5, 1,6, 1,7. Il y a des économies à faire. On va les faire. C'était ma question. Mais je vous l'ai dit. Je vous ai donné l'exemple des taux d'intérêt. Ça a été dit d'ailleurs. Même certains journalistes avisés ont bien regardé que ce qu'on avait proposé, c'était des choses qui, de toute façon, nous permettaient de faire des économies, sans changer les économies de dépenses publiques qu'on a annoncées. 21 milliards. 3 mois pour réussir. 3 mois pour réussir. Non. On va attendre la fin de l'année. On verra quel sera le contexte général, l'équilibre global, ce qu'aura été la croissance. Pourquoi vous anticipez de manière systématique Non, j'essaie juste de savoir où vous allez. C'est juste ça. Moi, j'ai lu une phrase de Pierre Moscovici, vous vous souvenez, commissaire européen aux affaires économiques, ancien ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Ce ne doit pas être un temps pour rien, mais un temps pour préciser l'impact des réformes. Il y a quand même des gens qui attendent quelque chose de vous à Bruxelles. Donc on va répéter, ce ne doit pas être un temps pour rien, mais un temps pour préciser l'impact des réformes. D'accord. Donc l'impact des réformes, sur quoi? Lesquelles?
Dans quel débat sommes-nous? C'est la question que je vous pose. Mais écoutez, quelles sont les réformes qui sont engagées, une négociation avec les partenaires sociaux? L'ensemble des dispositifs, une loi qui est en préparation, avec les grandes questions posées par les professions réglementées. Donc c'est la loi Macron. La question de la dérogation sur le travail le dimanche, ensemble de sujets. Alors, mais on ne va ne pas passez pas si vite, s'il vous plaît. Non, la loi Macron, on nous a expliqué depuis quelques semaines qu'au fond, c'était la loi qui allait relancer la croissance, c'était la loi activité. Il faut arrêter avec ces idées que la croissance, parce qu'on vote une loi. Mais enfin, dans quel pays sommes-nous? Mais c'est le président de la République qui nous a expliqué ça. Je vais vous répondre. Dans quel pays sommes-nous? Une loi, quand elle est votée, j'en ai fait voter une. Personne n'en a parlé, mais il va me falloir. J'ai mis 9 mois à la faire voter. Maintenant, c'est les décrets d'application. Qui c'est qui peut laisser penser que, en faisant comme ça, je vote une loi et ça y est? Non, c'est un processus global, c'est un engagement continu, c'est des choix qui ont été faits avec le pacte de responsabilité pour la compétitivité, c'est des négociations qui ont déjà eu lieu au niveau des partenaires sociaux. Donc au lieu de répéter tout le temps, ça va être une loi et la prochaine va être celle qui va permettre de trouver l'activité. Et si on ne trouve pas l'activité, je reviens à ces politiques et on me dit, alors où est l'activité? Non, mais pardonnez-moi, depuis le début on nous dit que ça va aller mieux, c'est le président de la République. Non, non. Est-ce que vous avez regardé ce qui se passe les gens vous regardent et vous écoutent. Pardonnez-moi, Stéphane Le Foll. Ça fait 2 ans et demi. Je peux vous dire un truc ou pas? Oui, allez-y. Ça fait 2 ans et demi que le président de la République dit aux Français, ça va aller mieux. Ça va pas mieux. Les chiffres de l'économie sont violents, les chiffres du chômage, oui, les chiffres du chômage. Qui impactent la vie des Français au quotidien. On nous a expliqué, et vous le savez mieux que personne, que la loi Macron, au début de l'année, ce serait une loi qui relancerait l'activité. On se souvient même d'Arnaud Montebourg qui nous avait dit 6 milliards sera rendu aux Français. Aujourd'hui, on entend le premier secrétaire du Parti socialiste qui dit la loi Macron, c'est une loi, je cite, fourre-tout, il y a trop de choses dedans. Voilà. Donc, la loi Macron est une loi qui reprend d'abord l'engagement qu'avait pris Arnaud Montebourg sur la question des professions réglementées. Elle reprend un certain nombre de dispositions sur les négociations qui sont en cours entre les partenaires sociaux. Oui. Elle va préciser sur ce qui a été aussi proposé par un rapport, les dérogations sur le travail du dimanche pour ouvrir et permettre de répondre à un certain nombre de besoins. Ça va créer de l'emploi et de l'activité. Jusqu'à 12 dimanches, par exemple. C'est des éléments qui sont en discussion. Je n'arbitrerai pas et je ne dirai pas l'aboutissement des propositions qui seront faites. Moi, je souhaite que le dialogue social aille jusqu'à son terme. Mais sur et je cette fais prise confiance. De position du premier secrétaire du Parti socialiste, vous la connaissez, votre majorité? Bon, bien sûr, je la connais. Cette loi. Dans son ensemble. Je connais le premier secrétaire du Parti socialiste, et je connais le Parti socialiste. Et je sais que sur ces sujets, il faut trouver, et c'est ça la question de la République sociale qu'évoque le président de la République, les équilibres nécessaires entre la préservation d'un modèle social français et la nécessité qu'on a de se réformer pour que notre pays aille mieux, se redresse. Quand est-ce que ça va mieux? Mais quand est-ce que ça va mieux? Moi, c'est pas moi qui vais vous le dire. Je ne suis pas là pour annoncer. Je suis là pour dire que ça va aller mieux et qu'il faut que ça aille mieux le plus vite possible, mais qu'on est dans un contexte global dont il faut aussi tenir compte. Et que la France, dans ce débat européen, n'est pas, comme j'ai entendu souvent, le pays qui serait complètement en retard, qui serait largué. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est dans la moyenne. Il faut qu'on aille au-delà de la moyenne. Les baisses de charges. Vous avez évoqué le pacte de responsabilité. On se dit, pour la première fois et de manière assez spectaculaire, le gouvernement va baisser les charges des entreprises. Et pourtant, demain, à partir de demain, les patrons, la CGPME, le MEDEF, entre autres, une partie de la FNSEA aussi, vont défiler et vont manifester, se mobilisent pour réclamer davantage de baisse de charges. Est-ce que vous trouvez que cette mobilisation est hors sol? Moi, je trouve que cette mobilisation a quelque chose, d'incompréhensible. Au moment où il y a 40 milliards, parce qu'après on peut discuter, j'ai vu des chiffres... Ils disent que non. Hein. Oui, ils disent que non. Alors ils ajoutent le diesel, ils ajoutent les taxes sur l'aéroport, ils font la somme de tout, puis ils disent, vous voyez, ça fait tant, et donc les 40 milliards, c'est pas suffisant. Moi, je connais des entreprises, et j'en ai rencontré, si je prends l'exemple de Josselin, sur la question de l'abattoir de porc. S'il n'y avait pas eu le crédit d'impôt, il n'y aurait pas eu la soudure qui a permis de garder cet abattoir et de permettre à un opérateur nouveau d'arriver et d'investir 20 millions d'euros. Qui peut nier aujourd'hui que, si je prends la viticulture, 60 millions d'euros de plus liés au pacte de responsabilité seront en 2015 versés pour baisser le coût du travail. Il faut quand même qu'on soit objectif. Et malgré tout, ils sont en colère. Comment malgré tout, comment je l'explique? Je l'explique parce que pendant des années, rien n'a été fait. Et que, comme d'autres,
chez les patrons, il y a des gens qui considèrent qu'il faut tout de suite. Parce que si on n'a pas tout de suite, eh bien, on descend dans la rue. Et puis, si c'est pas comme ça, on est en colère. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir, en France, autour d'une table, considérer que les choses doivent changer, que les choses doivent évoluer, mais qu'on ne peut pas avoir tout et tout de suite? C'est quand même ça, la vérité. Et en même temps, ces patrons qui disent qu'il faut faire 150 milliards d'euros d'économie, ils vous les disent de les faire où? Le jour où il faudra baisser encore de manière drastique et le nombre de fonctionnaires et la dépense publique, c'est le BTP qui viendra dire « mais on n'a plus de quoi investir, vous êtes en train de tuer... » Il y a un problème Gattaz. Il y a un problème Gattaz mais je pense qu'il y a un problème Gattaz. Lorsqu'il avait dit qu'il fallait supprimer l'article de l'OIT sur les raisons objectives de licenciement, oui, il y a un problème Gattaz. Parce que si cette règle devait s'appliquer, ça serait à lui. Et comment est-ce qu'on le surmonte quand on est porte-parole du gouvernement? Comment on le surmonte? On fait avec en se mettant aussi en colère et en rappelant à tout le monde que dans une société comme la nôtre, compte tenu des difficultés qui sont les nôtres, on devrait quand même avoir un tout petit peu de sens de la responsabilité. C'est ça qui lui manque à Pierre Gattaz? Il a un côté franc-parler, etc. De voir le patronat descendre dans la rue pour dire on veut tout de suite, non. Non. Ça, c'est pas possible. Il faut quand même que chacun en ait conscience. Alors, on en a dit un mot à l'instant, on poursuit la discussion sur le chômage. Naturellement, les chiffres sont désespérants. 28 400 chômeurs de plus en octobre, un record. Il faut parfois regarder ce qui se fait à l'étranger sur la question de l'emploi. Le Premier ministre s'est rendu au Danemark cette semaine. La solution tient en un mot, flexi-sécurité. Reportage à Lisa Coudray. Opération séduction. Au Danemark cette semaine, Manuel Valls poursuit sa tournée européenne. Déterminé à convaincre ses partenaires, promis juré, la France n'est pas le canard boiteux de l'Union. J'ai eu l'occasion de présenter à la Première ministre les réformes que je conduis en France, qu'il s'agisse de notre politique en faveur des entreprises, avec ce que nous appelons le pacte de responsabilité, de notre politique de sérieux budgétaire, à travers un plan d'économie sans précédent de 50 milliards sur 3 ans, ou des réformes structurelles que nous mettons en œuvre. Bref, nous remettons la France sur les bons rails pour qu'elle soit à nouveau une force économique motrice en Europe. Un voyage pour rassurer, mais aussi pour glaner des idées. Dans la presse locale, le Premier ministre salue le modèle danois en matière d'emploi, la fameuse flexi-sécurité. Une expérience extrêmement intéressante, dit-il. Pour Manuel Valls, les pays scandinaves sont de véritables sources d'inspiration. C'est que le petit royaume a réussi l'exploit de satisfaire les chefs d'entreprise, tout en protégeant les salariés. Exemple, dans cette société de construction, lorsque les carnets de commandes sont vides, la patronne n'hésite pas à licencier. J'ai juste à respecter un préavis de 1 à 10 jours en fonction de l'ancienneté de mes salariés. Je vais voir un gars le vendredi et je lui dis « je n'ai plus besoin de toi la semaine prochaine » et c'est terminé. Des licenciements expéditifs, quasiment sans indemnité, les salariés y sont habitués. Pendant des années, il m'est arrivé de changer jusqu'à 6 fois de travail par an. Non, j'ai pas peur d'être au chômage, car à chaque fois, ça ne dure jamais plus de 6 semaines. En plus, ici, le chômage est bien payé, jusqu'à 90% du salaire, même si le montant est plafonné à 2 300 €. Puis il y a l'accompagnement personnalisé, les formations. Le système mis en place dans les années 90 a été négocié par les partenaires sociaux, notamment le puissant syndicat LO. Un savant dosage entre flexibilité et sécurité pour lutter contre le chômage de masse, 12% à l'époque. Si vous présentez correctement cet ensemble, beaucoup de syndicats, même en France, comprendront l'intérêt du système. Mais vous ne pouvez pas retirer un seul élément. Par exemple, le côté très flexible du marché. Vous ne pouvez pas évoquer ces licenciements faciles et sans préavis en disant « ça, c'est le modèle danois ». Ce n'est pas le cas. Un modèle qui fonctionne. Aujourd'hui, le Danemark a un taux de chômage de 5%. De quoi faire rêver le Premier ministre français. Alors que ça nous fasse rêver ou que ça vous fasse rêver, c'est une chose. Comment est-ce qu'on peut l'adapter en France, ce modèle-là? Mais d'abord, chaque modèle a son histoire et ce qui a été dit à la fin, c'est que ça a été négocié par des partenaires sociaux, c'est-à-dire un patronat et des syndicats. Je vous rappelle d'ailleurs. Vous aussi. Vous avez vous aussi un patronat et des syndicats. Oui, on a un patronat et des syndicats qui ne sont pas forcément toujours sur la même ligne. La preuve, on en a discuté tout à l'heure. Je rappelle que dans ce que vous avez dit, les indemnités chômage sont 90% du salaire.
hein, et que, d'après ce que je sais, hein, dans le PIB du Danemark... Avec un plafond, quand même. Ouais, la dépense sur l'emploi, c'est 1,7 du PIB. Aujourd'hui, il était chez nous à 0,9. J'attends, à ce moment-là, que le patronat accepte qu'on augmente les cotisations pour pouvoir assurer une augmentation des indemnités. Je ne crois pas que ça soit si facile que ça. Donc, et c'est curieux ce qui est en train de se passer, c'est la sécurité, et après il y avait de l'autre côté la flexibilité. Oui. Mais dans cet accord, il y a eu justement une discussion. Il y a eu, comment dirais-je, des avancées de chaque côté. Et je disais, voilà. c'est curieux ce qui est en train de se passer. On discutait du MEDEF, on parle des partenaires sociaux. Vous avez fait, en arrivant en responsabilité, l'apologie du dialogue social. C'était l'alpha et l'oméga de la réforme. Ben, ça ne marche pas. Pourquoi, à votre avis, c'est Pourquoi si vous compliqué? êtes toujours comme ça en train de dire que ça ne marche pas? Je ne sais pas, vous me dites à l'instant que vous n'avez pas le bon patronat. Est-ce que l'accord sur la formation professionnelle, qui a complètement changé les règles de la formation professionnelle, ça ne marche pas? Ça a marché? Est-ce que l'ANI, l'accord qui a été passé sur le marché du travail, et en particulier, sur la question des 35 heures, sur les accords défensifs, est-ce que ça marche? Il y a des grands accords qui ont été faits. Alors il faut peut-être améliorer, mais de dire que le dialogue social ne marche pas, c'est pas vrai. Alors j'entends. Le MEDEF, et justement, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que qui décide après alors? Qui décide? Le MEDEF, visiblement, vous disiez que le dialogue était compliqué. Justement, il ne faut surtout pas, quand même... Pierre Gattaz, d'un autre côté, on a la CGT qui est assez divisée. Est-ce que le climat ambiant des partenaires sociaux fait que, en ce moment, le dialogue social est un peu empêché, un peu compliqué? Oui, non, il est compliqué. Eh bien, il faut faire le pari du dialogue social. Parce que pour un pays comme le nôtre, il doit trouver ses solutions. Il doit faire évoluer les choses. Mais ça doit se faire avec les conditions d'une discussion sur des conflits d'intérêts légitimes entre des patrons et des salariés, et des accords et des compromis à trouver. Je pense que c'est ça. Sur le temps de travail, par exemple, vous pensez je pense qu'il y a des choses... Sur le temps de travail, moi je sais une chose, sur la question des 35 heures, parce qu'on a beaucoup tourné autour de ça. Sans toucher au tabou, forcément. Oui, sans toucher au tabou. Mais je vais vous expliquer quand même quelque chose. Pourquoi personne n'est jamais revenu sur les 35 heures? Parce que la droite, ça fait 10 ans qu'ils en parlent. 10 ans qu'on entend rabâcher la même chose. Parce que derrière les 35 heures, il y a eu des accords d'annualisation du temps de travail. Je m'en souviens très bien, moi, dans ma circonscription, d'avoir rencontré des salariés. Je sais ce qu'a été la contrepartie qui a été trouvée. Et personne, aujourd'hui, fondamentalement, n'a envie surtout de les remettre en cause. Vous pensez que Nicolas Sarkozy ne reviendra pas sur les... Mais Nicolas Sarkozy, il va tout abroger. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va commencer, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais je ne veux même pas revenir là-dessus. Il veut abroger tout. Mais vous allez sortir son bilan ou pas? Oui, bien sûr. C'est quoi son bilan? C'était la loi TEPA, à peine il est arrivé, 2007. On avait déjà les prémices d'une crise possible. Et on a mis de l'argent sur le fameux bouclier fiscal, qui nous a coûté 800 à 900 millions d'euros par an. C'était nécessaire? Non. Ça a creusé le déficit? Oui. Ça a été utile à l'économie? Non. Ça a creusé les injustices? Oui. On a remis tout ça en ordre? Oui. Et c'était nécessaire. Et je vais vous laisser face à face avec Karl Meus, qui va s'interroger sur la rupture, on va dire, entre François Hollande et la gauche. Stéphane Le Foll, bonsoir. Je voudrais vous montrer en préalable une courbe et deux tableaux. Alors la courbe, c'est celle de la cote de popularité de François Hollande, cote de confiance. Oui. Voilà, ça parle d'elle-même, je donne juste le chiffre. Voilà, 55% quand il arrive en juin 2012 et aujourd'hui 13%. Ça, c'est l'ensemble des Français. Et les deux tableaux sont plus explicites encore parce qu'ils montrent cette cote de popularité pour les sympathisants de gauche et pour les socialistes. Alors, évidemment, on voit bien, chez les sympathisants de gauche, c'est 31% qui lui font confiance aujourd'hui, contre 85% en juin 2012. Et chez les socialistes, c'est pas forcément mieux. Sympathisants du PS, c'est 40% de confiance. Donc, la question, elle est simple, parce qu'on voit que là, il n'y a plus la confiance même de son propre camp. Comment on peut présider un pays quand même les gens... dont on est proche, les socialistes ne vous font plus confiance? D'abord, la première chose, c'est qu'on préside un pays parce qu'on a obtenu un mandat d'une élection. Il faut arrêter avec ça. J'ai déjà dit. Le côté, il faut démissionner en cours de route. C'est pas ce que je dis. On a des sondages. Comment on préside? On préside en faisant des choix, en les assumant et en trouvant une majorité au Parlement pour pouvoir faire passer des réformes. J'ai parfaitement conscience de ces chiffres. Je les mesure tous les jours. Et Karl Meus, vous me créditerez au moins d'un point, c'est que j'ai connu des niveaux au niveau sondage qui étaient là aussi extrêmement bas, fut un temps. Monsieur, ça ne m'a pas fait changer d'avis. Tout à fait. Mais là, c'était dans l'opposition, il n'était pas en action. C'était dans l'opposition. Comment il en est arrivé là, François Hollande? Comment vous en êtes arrivé là? Je pense qu'on est... Comment on est arrivé? Parce que l'économie, de manière globale, les choix
qui ont été, comment dirais-je, contraints par la situation européenne beaucoup plus difficile que ce qu'on avait anticipé. En fait, la crise de la zone euro, on ne l'avait pas intégrée dans nos prévisions. On avait estimé pourtant, et tout le monde considérait à l'époque de la campagne que c'était vraiment à minima 0,5, 1,5, 2, 2,5 sur 2017. Trop. Pourquoi? Parce que la zone euro, elle a flanché, mais de manière globale, et que la France, dans cette zone euro, elle n'est pas en dehors. C'est que des raisons exogènes, alors. Ouais. Non. Après, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, c'est que dès le départ, on n'a pas assez marqué le fait qu'il y avait cette potentialité de crise profonde et que ça nécessiterait plus d'efforts que ce qu'on avait imaginé. Deuxièmement, vous avez mis du temps à vous en rendre compte aussi. Deuxièmement, je pense que la question économique, avec la question du chômage et avec les résultats qui sont passés, l'absence de résultats, voilà, c'est un sujet qui pèse énormément. Et quand on oublie de ce fait aussi tout ce qu'on a pu engager, qui est parfaitement conforme, mais qu'on a oublié, que ça soit sur la question de l'éducation. Quand même, on a tenu là, que ça soit sur la question de la fiscalité, ou contrairement à ce qui est dit, l'effort qui a été demandé au niveau fiscal pèse d'abord sur les revenus les plus élevés. Mais vous savez bien que dans ces cas-là, tout le monde a dans ce débat de la gauche sur les inégalités, eh bien, dans l'idée qu'il y a de préserver un modèle et de lutter contre les inégalités, on est au rendez-vous, dans un contexte extrêmement difficile. Donc je pense qu'il faut remettre aussi de la perspective politique pour les gens de gauche dans ce que l'on fait. On a trop tendance à oublier ce que l'on fait. Alors justement, deuxième question, on se demande où sont passés les Hollandais. On ne vous entend plus. Enfin, si, vous, s'il n'en reste qu'un, ça peut... arrêtez. Non, mais vous, on vous entend. Non, je ne finirai pas comme... Non. Mais les autres, où sont les gens qui soutenaient François Hollande en juin 2012, qui le soutenaient même à l'époque des 3% On ne les entend pas défendre le bilan de François Hollande. Le Drian, vous l'entendez, il est toujours là. Michel Sapin, il est toujours là. On les entend dans leur couloir. Oui. Ils sont que dans leur couloir. L'un à la défense, le premier que vous avez cité, le second sur l'économie. Mais on ne les entend pas dire forcément des choses positives. Ça mène sur les questions... voilà, chacun dans son couloir, ça, oui, chacun dans son couloir. Bon, très bien. Donc il faut qu'on soit, c'est ce que je disais tout de suite, capable, mais ce n'est pas les ministres historiquement proches du président de la République qui doivent le faire. C'est globalement. C'est la sonorité globale qui doit être une sonorité sur laquelle on redonne une lecture, j'allais dire, de gauche à ce que l'on fait. Vous pouvez nous le dire même si les difficultés nous obligent à prendre des décisions. Stéphane Le Foll, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez des ministres, à part faire leur job, quand vous dites une sonorité de gauche mais écoutez, surtout, vous dites chacun dans son couloir. Sur la question du chômage, sur la question économique. D'ailleurs, quand Michel Sapin a défendu les choix qui ont été faits par la France, il les a défendus. On n'a pas assez répété que sur ces questions-là, on a fait des choix et on les a assumés devant la Commission, même si tout le monde nous disait « Ah là là, vous allez voir, vous allez vous faire sanctionner. » Maintenant, on a un sursis de 3 mois. Vous allez voir, vous allez faire sanctionner. Et on se redonnera rendez-vous dans 3 mois. Il ne va rien se passer. Et on verra. On aura fait les choses et on avance. Mais on avance à notre rythme et on ne va pas aller chercher des décisions ni se faire imposer des choses. Ailleurs, c'est nous qui le faisons. Il y a un autre rendez-vous spécial qui a été fixé au mois de juin, c'est le congrès du Parti Socialiste. Oui, je crois. 5, 6, 7 juin. Voilà. Comment on gagne un congrès? Alors vous avez été directeur de cabinet, ça a été rappelé par Caroline Roux tout à l'heure. Non, elle l'a pas rappelé. François Hollande. Non, mais elle l'a pas rappelé, Caroline. La proximité que vous aviez avec François Hollande. Vous avez gagné le congrès de Brest en 97, le congrès de Dijon en 2003, celui du Mans sur vos terres en 2005. Celui de Grenoble aussi. Oui, voilà, avec des synthèses formidables. Pas toujours. Celui de Dijon, il n'y avait pas de synthèse. Par exemple, je le rappelle toujours, celui de Dijon, il y a une volonté... C'était juste après. C'était après la cassure sur le traité constitutionnel. Mais à Dijon, par exemple, sur la question des retraites, à l'époque, François Hollande n'a pas fait synthèse, puisque vous savez, il y avait le débat sur les retraites, sur le retour à 37 ans et demi, qui était prôné par Benoît Hamon, Vincent Payon, Arnaud Montebourg, Henri Emmanuelli, Jean-Luc Mélenchon, qu'on a oublié, et qui voulait un retour à 37 ans. Je me souviens, il n'y a pas eu synthèse, parce que François Hollande n'a pas voulu qu'on revienne à 37 ans et demi, parce qu'il savait... Cette fois-ci, oui, mais le il l'a fait. congrès de 2015. Comment vous faites la synthèse? Il faut faire une synthèse, il faut au contraire... Moi, je pense que comment il faut... parce que je regardais avec beaucoup d'intérêt le débat sur l'UMP, on voit bien qu'au-delà du vote, ça va être, dès le départ,
une primaire longue et une bataille qui va être dure à l'UMP. Ouais. Donc nous, il faut qu'on soit capable d'avoir des positions et de les défendre, mais il faut qu'on soit capable de donner justement l'image, parce que c'est aussi ça qui fait la sonorité générale, de gens qui assument et qui sont fiers de ce qui a été fait. Parce que si on passe notre temps, et c'est quelquefois la tentation de certains, à ne faire que de critiquer sans jamais valoriser. Parce que le vrai problème, c'est ça. C'est quand il y a des choses positives qui sont faites, que ça soit sur les bourses, la scolaire, sur la question des rythmes scolaires, personne n'en parle. On ne parle que des problèmes et il y a des gens qui s'expriment constamment pour dire « je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ci ». Ce qui s'est passé avec la visite du président de la République sur le site de Grandange, à peine on est sorti, alors que quand même, au-delà, après on peut discuter, fallait-il garder à tout prix les deux grands fonds d'eau, mais il y a eu des choses de fait, plutôt que de saluer quand même ce qui a été fait, la seule expression qui a été celle, en plus d'une ancienne ministre, c'était de dire c'était un tournant, alors qu'Aurélie Filippetti, elle était au gouvernement quand ce choix a été fait. Ça, et au bout du compte, au lendemain des départementales qui s'annoncent. Eh bien moi je veux que les socialistes pensent d'abord à être fiers aussi de ce qu'on a fait. Parce que dans le débat qu'il y a aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer à droite, et je l'ai dit à l'extrême droite, si nous on n'est pas capable de défendre ce que l'on fait, à ce moment-là, c'est sûr qu'on... Là, j'entendais, il y avait une réunion où on annonce la catastrophe. Ben oui, mais si chacun est là en train d'annoncer la catastrophe, plutôt que se dire on va défendre ce qu'on a fait et puis on essaye de corriger. Dont vous parlez, la je sais réunion pas, de Vive la Gauche. De Vive la Gauche, là, voilà, de samedi. Ce sont les fondeurs pour quand même pour parler annonce la catastrophe. Qui mais c'est politiquement ça, c'est des choix politiques. Ah non, attendez. C'est pas moi qui ferai synthèse ou pas. Il y aura un premier secrétaire, on verra bien. Mais je le dis dans un débat. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps aussi de revendiquer et d'être fier de ce qu'on fait. Je peux juste poser une question pour que les choses soient... Parce que là, ça fait un peu, tambouille Parti Socialiste. Est-ce que le Parti Socialiste est majoritairement derrière François Hollande? Oui ou non? Oui. Voilà. Merci. La réponse est faite. Vous avez évoqué la primaire à droite. Vous allez dire que c'est une primaire longue. Il faut une primaire pour le Parti Socialiste, là, pour désigner son candidat? C'est une vraie question. C'est une vraie question, mais il ne faut pas attendre la réponse de Stéphane Le Foll. Pourquoi? Parce que c'est une question qui peut être posée, et certains se la posent. J'ai même vu que certains avaient beaucoup d'idées sur le sujet. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est en 2014, fin 2014. Justement, il est temps de la préparer. Non. Il n'est pas le temps de se la poser. Après, chacun apportera des réponses comme il veut. Et donc, pour moi, ce n'est pas le sujet. Voilà. Quand est-ce qu'il faudra poser cette question? On verra le moment venu, quand on aura déjà passé une année 2015 avec des élections, avant de se poser les questions, de savoir s'il faut ou pas anticiper 2017. Très vite, car... En plus, je vous le dis, c'est vraiment, franchement, à part faire alors là, pour le coup, de la politique politicienne qui a un intérêt... Mais je le dis. La primaire, c'est pas de la politique. C'est déterminer le candidat à la présence de la République. Exactement. Et pendant ce temps-là, on a 2 ans et demi où on continue de gouverner. Et pendant 2 ans et demi, on va se poser la question de savoir qui va être le candidat. Bravo. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Je voudrais vous soumettre... donc je fais simplement cette petite réflexion. Deux phrases que je voudrais vous soumettre. La première, c'est de Montesquieu. Un homme qui n'a pas les qualités d'un général à 30 ans ne les aura jamais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne vois pas à quoi vous voulez faire référence. J'ai pas l'impression que François Hollande, à 30 ans, avait les qualités d'un général. C'est un peu ça. Vous avez tort. Parce que il les avait. Vous connaissez parfaitement son histoire et vous savez qu'à 30 ans, il était déjà un leader au niveau politique. Accumulé les mandats. Oui, non, pas accumuler les mandats. Il en avait déjà quelques-uns qui commençaient à se structurer. Deuxième phrase, peut-être. D'abord, il n'y a pas de général à 30 ans, sauf quand il y a eu la Révolution, où ça a été beaucoup plus vite. Je vous le dis au passage, mais enfin, c'est pas grave. La seconde, de Sir Winston Churchill, le succès vient de la capacité d'aller d'un échec à l'autre sans perdre d'enthousiasme. Là, c'est quand même plus lié à François Hollande, vous êtes d'accord? Oui. Mais ça veut dire que c'est pas totalement perdu pour 2017. Mais de toute façon, je veux dire, en politique, je suis bien placé pour le savoir. On m'a dit que j'avais quelques expériences. Oui, j'en ai. D'aller anticiper, d'ailleurs, comme le font certains aujourd'hui, même Marine Le Pen qui anticipe déjà le 2e tour en disant qu'elle y sera. Il n'y aura plus qu'à choisir celui qui sera derrière elle. Enfin, attendez, en politique, il y a des électeurs, il y a des campagnes. Et avant de dire quel est le résultat, il faut être capable de les conduire, de les mener. Qui aurait dit 2 ans et demi avant que François Hollande aurait été le candidat des socialistes et aurait été élu président? Personne, et surtout pas vous. Merci beaucoup, Karl. Voilà. Vous passez aux photos d'actualité de la semaine avec ces images terribles et ce sentiment de série noire, les intempéries dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales. 3000 personnes évacuées, un homme de 73 ans est décédé. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut mettre davantage de moyens, il faut...
Est-ce qu'il y a une solution à ça, à part gérer l'urgence? Bon, d'abord, il faut gérer l'urgence. Il faut se mobiliser, tous les services de l'État, et c'est le cas. Et je le dis aussi, respecter les consignes, et des services publics, et des élus. Parce qu'il y a aussi... C'est pas toujours le cas, ça, en revanche? Mais je dis toujours attention. Bon, hein, on pense qu'on va traverser une rivière, piquer les pas, mais attention, donc respectons tous les consignes. Deuxièmement, il faut se mobiliser. Puis après, c'est des questions extrêmement... parce que moi, je les ai vécues en tant que ministre de l'Agriculture. Dans toutes ces zones, ça va faire de manière répétée. Depuis 2013-2014, on a eu des inondations récurrentes, avec des fréquences de plus en plus importantes et de l'intensité de plus en plus importante. Je me dis quand même qu'au bout du compte, dans tout ça, il y a quelque chose à voir avec cette grande question qui est posée par le climat, le fait que les températures soient élevées, ça fait aussi qu'il y a beaucoup plus d'évaporation, qu'il semble que la Méditerranée, avec les effets liés à ce réchauffement... Ça, pour le coup, on est d'accord que la question climatique, elle n'est ni de gauche ni de droite et qu'il faut avancer sur ce sujet-là. Voilà. Et puis après, il y a au niveau agricole sur les questions des assurances, comment on s'organise mieux. Là, vous savez déjà comment ça va se passer? Oui. Pour l'eau et les Pyrénées. Oui, bien sûr, on va mobiliser les outils qu'on a. Et puis moi, je suis en train de penser... Les outils financiers, pas Oui, financiers, bien sûr. Parce qu'il y a des pertes qui sont de récolte et quelquefois des pertes de ce qu'on appelle de fonds. C'est-à-dire, c'est carrément ce sur quoi vous vous appuyez pour produire qui disparaît. Donc il faut... Il y a une enveloppe de combien? Mais il n'y a pas une enveloppe de combien? Si je vous dis une enveloppe de combien, ça voudrait dire que je sais d'ores et déjà quels sont les dégâts. Je ne sais pas exactement quels sont les dégâts. Mais vous dites d'ores et déjà que le gouvernement et que l'État... on sera là et on viendra aider pour ce qui est du ministre de l'Agriculture, en tout cas les agriculteurs et les viticulteurs surtout. On l'a déjà fait et on le refera. Ça pose aussi la question des zones constructibles, ça aussi? Oui, alors après c'est toute la question de l'urbanisme où là il faut que les plans de prévention des inondations soient respectés, soient appliqués. Il faut aussi qu'on crée, selon les bassins, des syndicats qui puissent gérer les ouvrages qui sont en amont pour éviter qu'il y ait trop d'eau en aval. Tout ça, ça se pense, ça s'organise. Et ça s'anticipe. Allez, l'américain Titan a finalement jeté l'éponge. On parle de Goodyear. Il explique qu'il ne peut pas reprendre 652 salariés, mais 333 pour que le site reste rentable. Vous dites quoi? Merci à CGT? Non, je dis pas. Je dis que voilà, il y avait une entreprise, il y a eu un conflit long qui a duré. Je pense qu'il faut tout faire pour pouvoir garder une activité, garder des salariés et éviter les licenciements. Il faut tout faire. Mais là aussi, il faut que chacun. Ce dossier sur la table, 7 ans. Oui, il faut que chacun puisse se dire qu'est-ce qui doit être l'intérêt pour que j'arrive à trouver la solution. Quitte à faire des choix difficiles à un moment, mais qui ouvrent des perspectives demain. Voilà, c'est tout. Et là, la solution pour Goodyear, c'est quoi? Mais la solution pour Goodyear, c'est effectivement de trouver un investisseur qui vienne pour maintenir et pérenniser un site. Mais il y en avait un. Vous l'avez dit. Vous le regrettez? Moi, je pense qu'il faut toujours... Je répète ce que j'ai dit. Je ne vais pas montrer du doigt. Ouais. Ça serait trop facile. Je ne montre personne du doigt. Je dis simplement qu'au vu de ce que je vois, il y a un message simple à passer. C'est que quand on est dans des difficultés, il faut trouver des compromis pour éviter le pire et après ouvrir des perspectives. Allez, des anciens camarades de jeu. Mon Filippetti, ce week-end, ils étaient, eux, aux côtés des frondeurs, de Vive la gauche. Vous le regrettez? C'était pas à leur place? Ah non, moi je ne regrette pas, chacun fait ce qu'il veut. Je dis simplement, je l'ai dit, le week-end vient de se passer, on voit bien ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps aussi de dire que ce qu'on a fait, il y a des motifs de fierté pour les socialistes et d'arrêter d'être tout le temps dans la critique ou d'annoncer la catastrophe. Voilà. On passe aux questions des téléspectateurs, si vous le voulez bien. Sarkozy, Marine Le Pen, lequel des deux fait le plus peur à François Hollande pour 2017 ? Moi, je n'ai pas de choix d'adversaire. On a des choix de grands choix politiques qui sont à défendre. Une difficulté, un redressement d'un pays dans la difficulté, et en même temps la préservation d'un modèle social, d'un modèle laïque et d'un modèle républicain. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui fait la différence. Eh bien, après, qui va proposer quoi? On connaît à peu près le programme de Marine Le Pen. Aujourd'hui, celui de Nicolas Sarkozy, c'est pratiquement le même que celui qui avait été proposé en 2007. Bon, ben voilà, chacun aura l'occasion de choisir. Le monde paysan semble de plus en plus mécontent. Craignez-vous de voir naître des épisodes de jacquerie? Non, je sais que le monde paysan vit une période difficile, parce qu'on a des prix qui, aujourd'hui, ont baissé. Et avec un effet dans toutes les filières, ce qui n'avait pas toujours été le cas jusqu'ici, avec la conjonction de l'embargo russe, les problèmes climatiques, un certain nombre de problèmes sur le lait. On a là quelque chose qui
pèse psychologiquement, moralement, ça a été dit. Et donc j'essaye de faire en sorte de trouver des solutions, d'apporter des réponses partout où je peux. Jacques, c'est le mot qui est utilisé. Oui, alors je ne vais pas... moi, je ne suis pas là pour prédire tout le temps la catastrophe. Je suis au contraire là pour essayer de l'éviter. Voilà, donc je fais tout pour l'éviter. François Rebsamen, à vous l'échec du gouvernement sur le chômage et vous? Oui, mais alors là, franchement, je ne vais quand même pas me dire non, vous savez, non, voilà. Donc moi, je suis parfaitement clair, sincère. Il y a les chiffres. C'est dur à avouer quand on est de gauche, quand on est engagé comme vous l'êtes depuis c'est dur. C'est longtemps dur. Dans la vie et j'espère que ça va changer à un moment où les gens ne l'attendront peut-être plus. Mais il faut qu'on fasse tout pour que le chômage baisse. Mais c'est dur. Un gouvernement socialiste pourrait-il décider de supprimer les 35 heures? Non, parce que je l'ai dit, il y a eu des choses qui se sont passées. Et dans beaucoup d'endroits, il y a eu des négociations qui ont été conduites. Et puis deuxièmement, ça fait partie aussi de choix qui sont intégrés dans la vie au quotidien et que ça ne se change pas comme ça. Et puis, pour quelles raisons ensuite on ferait quoi? 35, 36, 37, 38, 39? Qu'est-ce qui se passerait? Donner plus de souplesse à l'entreprise pour faire face à l'évolution du marché. Mais aller plus loin, c'est la question. Les partenaires sociaux ont une responsabilité. Il peut y avoir des choix d'aménagement. Ils doivent être négociés. Ça ne se décide pas comme ça. Voilà. Le projet de barrage de Sivens va-t-il être repensé dans son ensemble? Il y a des négociations qui sont en cours, des discussions qui sont conduites par Ségolène Royal pour, sur la base des rapports d'experts, pour refaire des propositions et travailler à la fois pour répondre à ce qu'était la demande toute simple des agriculteurs qui sont à l'aval de la retenue d'eau, d'avoir de l'eau pour l'été quand il y a des grosses difficultés pour l'élevage. Bon, voilà, c'est quand même ça, plus l'étiage de la rivière. Il verra le jour, ce barrage, vous pensez? Et donc, ces discussions sont en cours, elles doivent aboutir à la fin de l'année. Je vais laisser Ségolène Royal et le groupe qu'elle anime, puisque je crois qu'elle va y aller là, nous dire ce qui va se passer. Qu'elle va aller où? Elle va aller, je crois, sur place. Elle va pour animer les réunions qui se sont déjà déroulées. Elle va aller à la rencontre de ceux qui occupent toujours le site. Mais ça, je pense que ceux qui, aujourd'hui, occupent toujours le site, de toute façon, eux, c'est simple, ils ne veulent rien. Voilà. Pour la plupart, ce ne sont pas des gens du Tarn. Derrière, je le dis, il y a encore des agriculteurs. Une question très simple. Donc après, il faut recalibrer le projet, je suis d'accord. Peut-on rêver, et à quand, une baisse des impôts et des taxes? Alors, à rêver, mais déjà l'année prochaine. Il y en a déjà eu là, et il y en aura dès l'année prochaine pour près de 8 millions de Français. Il y aura une baisse des impôts. Donc là, pour une fois, je ne vends pas du rêve, je vends une réalité. Du rêve, allez. François Hollande est-il, selon vous, un bon communicant? Sincèrement, allez. Moi, je pense que sur cette question, c'est pas de la communication de communicants. Est-ce qu'il arrive à se vendre? Est-ce qu'il arrive à se montrer tel qu'il est, tel que vous le connaissez? Ah, ça, je pense que depuis le temps que je connais les rapports, je le disais moi-même quand on était dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait toujours un jugement qui était porté sur François Hollande qui me paraissait complètement décalé par rapport à ce qu'est sa personnalité, par rapport à ce qu'il est. Bon, voilà, et donc je le redis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Tout de suite, votre magazine. On n'est pas que des cobayes. Bonne soirée sur France 5.